Conseil de sécurité de l'ONU a condamné immédiatement Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ouais. J'ai vu Brazil. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi. Vous pensez tous que César est un con? Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes? 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. Mesdames et messieurs, culture générale. Culture générale, bonjour à tous, bonjour Johan, bonjour Marlène, bonjour Jean-Baptiste et bonjour bienvenue Greg. dans Culture 2000. J'ai peur qu'on ait changé de nom, qu'on s'appelle Culture Générale. Non, on n'a pas changé de mot. On est toujours dans l'an 2000. Aujourd'hui dans Culture 2000, on parle du désert du Sahara. Si vous ne connaissez rien au Sahara, c'est sûrement parce que vous n'avez jamais écouté la chanson de Jean-Patrick Capdevielle quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Mais rassurez-vous, on vous promet qu'à la fin de l'épisode, vous en saurez bien plus que Jean-Patrick Capdevielle et Angoune réunis. Qu'est-ce que ça vous évoque tout de suite? Tu me le Sahara. Mon Angoune, moi, ça Vas-y m'évoque. Jean-Baptiste. Que tombe la neige au Sahara. 1997. Ce qui peut t'arriver. J'adore cette chanson moi perso. Bien sûr. Et toi Johan? On est très musical parce que moi ça m'évoque la chanson de Desireless sous les dunes du Sahara. Voyage. Voilà, Ouais. je voyage, merci. Je trouvais Marlène, une plus. chanson peut-être? Moi, je sais pas, maintenant j'ai envie de citer Gérald de Pelmas et marcher dans le sable, quoi. Bon. Très bien, moi je vais vous dire ce que ça m'évoque. Ça m'évoque un petit souvenir d'enfance et peut-être que ça va vous rappeler quelque chose. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait... S'il vous plaît. Décide-moi un mouton. Décide-moi un mouton. Et voilà, moi c'est ce que ça me rappelle. Cassé le nez. Je l'ai mal fait en plus, c'est ça qui est dommage. J'aurais pu bien le faire, mais non. Je regardais ça quand j'étais petit, ça passait sur FR3 et c'était Boringer qui était déguisé en Syntex et qui... On a quand même un mélange de Saint-Exupéry, Boringer Et la musique de MacGyver. C'est ça. Et J'avais c'était plutôt génial. Jean-Michel Jarre, mais... Non, je vous assure que c'était génial. Tu peux retrouver des extraits encore. Bah d'ailleurs, je l'ai retrouvé. Voilà. Donc on parle du Sahara. C'est un grand désert, ça. On va pouvoir le répéter. Il va faire chaud. Oh oui. Ça, vous allez vous en rendre compte Après également. la Sibérie où c'était grand et froid, le Sahara où C'est grand et chaud. Voilà, Attention. exactement. Alors on va commencer par une petite introduction. Et là, je pense que je vais vous balancer une info qui va vous étonner. L'étymologie du mot Sahara, et ben en fait Sahara en arabe, ça veut dire désert. Et ça veut aussi dire désert en berbère. Et ben voilà. Moi j'ai vu que ça voulait aussi peut-être dire ocre. Voilà. Je le balance comme ça. C'est inutile. Ouais, Johan. Tu ralentis tout le monde, Ne tu nous l'écoutez embarrasses. surtout pas. Et donc, après il y a plein, dans toutes les langues, ça veut dire désert, parce que le désert du Sahara. il est En sur français, plusieurs non. pays. En Ah non, français, ça oui, veut- non, pas du tout. non. Pas du tout. Alors où c'est le Sahara? C'est en Afrique, hein? Oui, c'est en Afrique, Ouais, exactement. d'accord. Alors en général, C'est- quand on précise sur une carte, les gens qui disent en Afrique, ils croient qu'il n'y en a pas besoin de préciser Ouais. plus. Bah là pour le Ça coup, suffit. t'as pas vraiment besoin de préciser plus parce que c'est toute la tache jaune qui est qui est toute. Oui, mais qui est dans l'Afrique. c'est quand même au sud de quelque chose et au nord de quelque Alors chose. c'est au sud, on peut dire, C'est au sud de de- l'Afrique du Nord, du Maghreb, hein, voilà. Et c'est au nord Et de l'Afrique du Sud. au nord. Exactement. De l'Afrique qu'on nomme l'Afrique subsaharienne. subsaharienne. Voilà. C'est marrant quand même. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'étend sur tout le continent d'ouest en est ou d'est en ouest, comme vous préférez. Donc sur plus de 5000 km et c'est très grand. Puisque nous avons. Ça, on l'a déjà dit. On va mettre des blâmes. Alors- La prochaine fois qu'il y en a un qui dit que c'est chaud et que c'est grand, Attends, mais il j'ai s'en une prend autre une. manière de dire que c'est grand, puisque C'est immense. attention, Ah oui, je me doute comment tu vas le dire. ça fait 8 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire que c'est grand comme Combien? la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais aussi Suspense. comme 1,1 million Comment de elle prend du
terrain de foot. Tant pour l'année. Yes. Alors moi j'aimerais Eh qu'on oui. ait des auditeurs policiers qui vérifient à chaque fois les chiffres donnés par Marlène et JB en terrain de foot. Ils peuvent vous dire n'importe Mais quoi. oui, c'est clair. Pas du tout. Non, je pense que C'est ça très sérieux. C'est ça, très, ça très paraît sérieux. correct. Son Oui, calcul ça paraît correct. On avait dit 1 million pour l'Australie, je crois. Mais par contre, moi, je serais intéressé pour la saison 3, peut-être qu'on passe au terrain de hand ou qu'on se renouvelle un petit peu, quoi. Bon, terrain on de peut tennis, changer, ouais, c'est on peut plus changer, compliqué, si hein. vous voulez. Alors ça traverse plein de pays, 10 en fait. Alors le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Soudan, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, Sur plus l'Égypte. de 8 millions de kilomètres carrés. Quelqu'un Avec du sable, du chaud, des pays. Des montagnes, des Non cailloux. mais t'aurais quand même pu les faire genre d'est en ouest ou tu vois pour qu'on teste quoi si tu connais dans quel ordre tu on met les le replaces Tchad dans- et le tu les Niger par replaces exemple. Non mais Alors ok, bah tu Vas-y. me places le Soudan. ok le Soudan c'est un des plus à l'est. Bah, c'est le plus à l'est. Il Ouais, est au ouais. sud de l'Égypte. Ouais. Ouais vas-y. Ouais, bon, vas-y. Après, il y a le Tchad, après il y a le Niger, après il y a. JB a une carte de l'Afrique sous les yeux. hein, je La précise. Tunisie ensuite, je dirais. La bah, Tunisie. ouais. Bah, t'as Puis oublié la Libye l'Algérie. et l'Égypte. Hein, Ah oui, la Oui, Libye, ça ouais. dépend. Bon. Il y a des pays. Bref, donc quoi. vous voyez que personne ne connaît sa géographie. Mais Voilà. je suis C'est pas content, vrai, je suis c'est content pas parce vrai. qu'avant l'émission on s'est dit on va vite sur le début et puis là on commence à faire des descriptions. Bon, en Alors tout c'est cas, le on peut Niger. commencer par déjà dire ce qu'on a dit que c'était grand, que c'était un désert. Mais donc, Ouais, qu'est-ce c'était que chaud. c'est un désert? Non, mais pour tout ça, pour faire un petit point, parce qu'en fait, un désert, on a tendance à penser que c'est un endroit vide d'hommes. Que c'est un endroit désert. Oui, voilà. Mais non, pas que. Selon le sens commun, mais en fait, un désert, c'est pas défini par le fait qu'il n'y a personne. C'est C'est défini. surtout défini par le fait qu'il n'y a pas de pluie. Voilà. Et Ah, donc, Quand on est moi, fan j'ai- de météo, on dit précipitation, si je puis me Ouais, permettre. moi j'ai voilà. moi j'ai Donc, pas ça la même précipite définition peu Marlène. dans le Sahara, ça précipite peu, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, c'est-à-dire qu'on Que est c'est aride. Est-ce que tu veux Il y dire a- que le berbère n'est pas pressé? Non, C'est cocasse, ça. C'est J'ai une pas compris. astuce. c'est-à-dire qu'il y a moins de 150 mm de pluie par an en moyenne dans le Sahara, voire à certains endroits moins de 50 Ce qui n'est mm pas de top. pluie. Alors C'est pas beaucoup. il faut bien différencier l'aridité de la sécheresse parce que la sécheresse c'est occasionnel et l'aridité c'est tout le temps. Cool, Voilà. j'aime Alors bien ça, les c'est points ça. techniques. Alors c'est aride et voire même hyper aride des fois. Donc en gros l'aridité c'est que l'évaporation elle est toujours plus importante que l'eau qui tombe. Bon jusque là tout le monde a l'air de comprendre. Ça me fait plaisir. Bon, du coup, c'est sec, en gros. C'est sec et il fait chaud et c'est Attention, grand. C'est grand. attention, tu Ouais, viens mais de chaud, redire que on peut c'était le chaud. prouver, on peut le prouver, ça monte jusqu'à 55 degrés, 58 degrés, moi j'avais trouvé même. Donc l'été, ça peut aller très chaud. Mais ce qui est rigolo, c'est que derrière cette image un petit peu uniforme qu'on a du Sahara, grand et chaud, ça peut être aussi quelquefois très froid. Par exemple, on a des températures jusqu'à moins 18 degrés. Moins 19, Pourquoi? moi, Parce j'ai. que le Bon, Sahara bah, voilà. est pas homogène du tout en termes de paysage. C'est loin d'être comme dans le crabe aux pinces d'or pour nos amis de Tintin. C'est-à-dire, c'est pas juste un grand désert de dunes de sable. Il y a plein de paysages différents. Donc il y a des montagnes, il y a aussi des règues, c'est-à-dire à l'inverse de l'ergue. Des Les règues, dunes. c'est des donc L'herbe, ce ergues, sont c'est les des dunes. dunes et règues, c'est des plateaux avec Montagnes. des cailloux. C'est même ce qu'il y a le plus. ouais. Mais- C'est voilà, c'est des déserts de rochers. Donc il y a plein de types de paysages différents. Bien sûr, on parle aussi des oasis, qui sont ces espèces Et- de nappes d'eau dans le désert qui ont permis l'apparition de végétation. Et Alors, pour rabattre qui ne les sont idées. pas... Ouais, pour rabattre les idées reçues comme ça, effectivement, en fait, il y a que 20% de sable dans le Ouais. désert du Sahara, alors qu'on, effectivement, l'image d'Épinal serait de dire, tiens, c'est du sable partout. Mais- Et l'autre, Bah, heureusement, hein. l'autre chose, pour rebondir sur ce que disait Marlène tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est pas du tout vide de population. Alors, évidemment, c'est quand même un endroit qui est assez faiblement peuplé. Je crois que la moyenne, c'est 1 habitant au kilomètre carré. Oui, c'est ça. Même s'il y a des, voilà, c'est très. Ça fait un inégal sur habitant les- Mais c'est par pas, terrain c'est de pas foot, une quoi. densité Mais uniforme, en c'est fait. Et en fait, on va le voir, mais il y a plein d'endroits qui sont tout à fait habités. Il y a même des villes et des grandes villes, et de plus en plus, en fait. Et ces dernières années, l'urbanisation du Sahara a beaucoup augmenté. Ouais. Alors je vous donne une dernière chance pour celui qui veut faire un point météo, anticyclone, tout ça. C'est une dernière chance. Moi je n'en parlerai pas. S'il y a quelqu'un qui veut en parler, qu'il en parle tout de suite, qu'il se Je taise passe. à Il jamais. fait chaud, il fait chaud. On a parlé des Le ciel animaux. est bleu, Non, il si, fait moi je voudrais chaud, faire un point le météo temps est bon. technique, du coup. Vas-y. Voilà. Eh Mais ben non, dépêche-toi, hein. c'est parce que la pression atmosphérique est très forte au-dessus du désert du Sahara, qu'en fait la température chaude est coincée au sol, ne peut pas remonter et s'échapper au-dessus, qu'en fait il y a une température très élevée qui est augmentée, d'où ces 58 degrés qui peuvent arriver. Alors des bestioles. Ouais, des scorpions. Les scorpions, c'est Ouais. un Quoi d'autre? peu le grand classique. D'ailleurs, il y a eu un Plein de film petites Sahara il n'y a pas très longtemps qui met en œuvre des petits scorpions, Ça des devait être petits, bien, des petits ce serpents. Bah, en fait, c'est toujours le même principe des Pixar ou des Disney qui parlent de l'Afrique, c'est que globalement, il y a que des animaux. Alors tu vois vite fait des hommes de loin, mais C'est surtout possible des qu'ils vivent animaux. en tribu, sinon c'est pas drôle. Exactement. Donc scorpions, En même temps. il y a des vipères, il y a des fennecs. Ouais. Voilà.
Fennec, si vous avez déjà vu Greg, ça vous donne une image de quoi ressemble un Fennec. Non, mais en tout Oh, cas, les méchants. le seul truc marrant à propos des animaux. Moi, je suis trop triste. Encore pas Greg. C'est que quand même, il y a quand même un vrai manque d'eau dans ce désert, hein, puisque ça précipite. Parce qu'il fait peu, chaud. je vous le rappelle. Et donc en fait, les animaux, pour trouver de l'eau, ils la trouvent dans la chair de leur proie en Ouais, c'est ça, général. c'est- Voilà. Ou dans quelques plantes. Ou dans Tu quelques- t'hydrates comme les Ou alors- koalas. ou Il alors n'y a ils pas de font des koalas dans le réserves. Il n'y a Sahara. pas de koalas, c'est ça, parce que les font koalas des- sont sur les bambous. Ouais. On a dit qu'il y Non. avait des fennecs. Ils sont dans les eucalyptus, les Ah oui, koalas. pardon. On a dit qu'il y avait des fennecs. C'est Moi, les j'aime bien le mot pandas. fennec. Oui, il y a des donc j'ai envie de fennecs, il y a redire des fennec. Voilà. Et il y a des dromadaires, bien sûr. Et des plantes, il y a des plantes un petit peu, parce qu'il y en a qui poussent de temps en temps, et même des fois il pleut, et même des fois tombe la neige au Sahara, justement Des là où fois, il fait oui. moins 19. Ça va être un enfer. Des plantes, 500. le- J'en ai 500. des Ouais. petits palmiers. Oui, les palmiers dattiers, c'est un peu l'arbre de référence. Il y a aussi l'acacia, je crois, qui pousse plutôt du côté Ça pique. du Sénégal, non? Pourquoi vous prenez tous l'accent du Sud pour Je sais pas. Et parce qu'il y a Sahara. aussi voilà, des petites herbes du Province. Sahara. Et Provence. du Sahara Ouais, il y a des provençal. oliviers aussi, parce qu'effectivement, on l'a dit, il y a parmi la végétation et la géographie, voilà, c'est ça que je voulais dire, il y a des montagnes, et notamment, il y a un volcan au Tchad qui monte à 3500 mètres, dont j'ai oublié le nom, et il y a les montagnes du Hogar, donc dans le sud de C'est les monts de l'Algérie, qui sont des l'Aïr, espèces je crois. de l'Aïr. Tchad, oui. Ouais, alors moi j'avais un autre nom aussi pour ce nom du volcan, mais peu importe. Et il y a aussi les monts du Hogar, donc qui sont des montagnes une chaîne de montagnes de 2000 mètres d'altitude à peu près. En Algérie. Voilà, dans le sud de l'Algérie. Alors on revient un petit peu sur les habitants. Moi, Marlène, Yes. on n'a pas les mêmes chiffres, parce que toi, Ouais. tu dis 1 million, moi j'ai 10 millions d'habitants dans le Sahara, en fait. Ah non, j'ai Mais pas Larmina, un vous voyez million, combien j'ai ça dit fait déjà 5. 1 million? Mais non, mais attends, alors, Combien ça fait en terrain de foot? Alors, moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il y avait plus 5 millions en 30 ans. C'est-à-dire que globalement, la population est en pleine expansion et qu'aujourd'hui, on est effectivement un petit peu entre moins de 10 10 millions. Ouais, voilà. Moi j'ai entre 10 et 12. Allez, Mais il va. faut savoir que évidemment, les gens ils habitent pas dans le centre du Sahara, mais plutôt au lisière du Sahara. Mais c'est quand même Sahara. C'est plus pratique pour les enfants. Mais c'est quand même considéré comme le Sahara en fait. Ouais. Méfie-toi parce qu'en fait, justement, le Je Sahara. me méfie. Ouais, tu te méfies ou pas? Non, mais contrairement à ce qu'on croit dans le sens où c'est habité, il y a aussi en fait des routes qui traversent le Sahara Mais oui, depuis oui, très on va en longtemps. parler, ouais. Et en fait, il y a des zones de déplacement importantes. Notamment, en fait, on estime qu'il y a un peu 3 grandes routes historiques qui traversent le Sahara, plutôt du nord au sud ou du sud au nord, selon le sens de circulation des marchandises essentiellement. Voilà, en gros, une qui va du côté du Maroc à l'ouest vers Fès, une au milieu qui remonte, je crois, si je dis pas de bêtises, du Tamanrasset. Niger jusqu'à l'Algérie, et En une passant plus par à l'est qui Tamanrasset. finit par la Libye. Voilà. Exactement. Ok. Moi, je la rajouterai après, mais aujourd'hui, il y a quand même. Tu peux aller jusqu'au Sénégal par la route bitumée. Bitumée, parce qu'en Mauritanie, en 2004, on a fait la route Nouakchott-Rosso, où en vrai, tu peux partir de Paris aujourd'hui avec ta mobilette. D'ailleurs, moi, c'est mon rêve. Tu peux partir de Paris avec ta mobilette et arriver jusqu'à Dakar, et tu restes sur de la route, quoi. Il faut Et déjà elle que tu sortes du périph'. Hein, et elle est plutôt sûre parce que c'est la route côtière de la Mauritanie, et t'es donc entre le désert et la mer, t'es vraiment. Du coup, paumé. tu veux dire que tu traverses le détroit de Gibraltar sur la route aussi De également? qui? Exactement, oui. Bah, tu mets De ta, Gibraltar. J'ai vu pourquoi. Gilles Bâtard. tu mets ta mobilette Grand sur le bravo, on se bateau. retrouve à Gibraltar. Alors, dans l'Antiquité, il y avait déjà du monde, mais il n'y avait pas 10 millions comme aujourd'hui. Il y en avait un petit peu moins. Mais il y avait des comptoirs commerciaux, évidemment, en Afrique du Nord. Et puis, on traversait déjà le désert. Et En oui, fait- oui, parce qu'il y a de la matière, il y a des ressources à les récupérer. Donc effectivement, il y a déjà, dès l'Antiquité, des marchandises et des hommes qui circulent à travers le Et Sahara. ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le Sahara a longtemps été comparé en fait à un océan, d'ailleurs, et en fait son organisation ressemble beaucoup à finalement une organisation comme avec 2 rives, quoi. Donc avec des routes Ouais, c'est comme des vrai. routes maritimes, hein, finalement, qui traversent cet espace qu'on ne peut pas vraiment habiter, hein, en tout cas, et qui est surtout habité sur ses bordures nord et sud, et Avec avec des des rives, ouais. comptoirs qui sont en fait situés donc au nord et au sud, genre de comptoirs commerciaux où transitaient les marchandises et où étaient installées les populations. Avec quand même un peu au milieu, parce que tu le traversais pas en une journée, le truc, avec Ah non, un McDo. des petites, non mais des Ouais, stops caravaniers, quoi, où Oui. tu te Caravansérail. ravitailles, tu passes la nuit. Ouais. Mais Je sais j'ai- pas si on appelle et- ça des caravansérails là-bas, mais Bah, Et pourquoi d'ailleurs, pas pourquoi bah, pas, c'est vrai. des Mais caravanes, je crois. Mais en tout cas, à tel point que d'ailleurs la rive sud du Sahara, enfin qu'on appelle la bordure sud, qu'on appelle le Sahel, veut dire en arabe rive justement. Donc enfin, voilà, pour poursuivre cette métaphore. Alors, il y a un truc aussi qui se passe aux environs du 8e siècle, c'est la conquête musulmane, et elle se fait à dos de chameau, parce que il faut pas oublier que ton meilleur allié dans le désert, ça reste un chameau ou un dromadaire, et parce que lui, il a pas besoin de beaucoup boire, et puis il peut t'emmener tranquillou, il peut porter des charges. C'est le meilleur allié du
du désert. Et non pas payer des charges. Et cette conquête musulmane, elle va beaucoup jouer justement dans la circulation à l'intérieur du Sahara, puisque c'est à partir de ce moment-là où les routes commerciales vont être de plus en plus empruntées, où on va commencer vraiment à faire transiter des marchandises du sud du Sahara vers le nord, où s'installent les populations arabes progressivement au Maghreb, etc. Et aussi par le Coran. En fait, parmi les marchandises entre guillemets qui sont échangées du nord au sud du Sahara, il y a aussi le Coran en fait qui est véhiculé à travers ce désert pour aller essayer de convertir des populations jusqu'en dessous du Sahara. Alors c'est un milieu qui est très très dur. On a dit qu'il y avait des habitants, mais il ne faut pas s'imaginer uniquement des villes. On a des nomades qui sont là et qui se déplacent un petit peu, comme son nom l'indique. Justement, c'est un mode d'habiter qui est très particulier, qui est caractérisé donc par le nomadisme, mais un nomadisme en fait qui, contrairement à l'idée qu'on en a de personnes qui bougent tout le temps, est finalement plutôt une nécessité pour vivre qu'un mode de vie choisi, on va dire. Et classique, c'est-à-dire que en fait, c'est pas des populations qui se déplacent tout le temps, elles ont plutôt des campements relativement sédentaires. Les déplacements sont opérés essentiellement par les hommes, donc soit pour le commerce, soit pour effectuer ce qu'on appelait des razzias, donc c'est-à-dire des razzias sur la chenouf ? Non, ça n'a rien à voir. Grand sur la schneck aussi, ouais. What ? Schneck qui veut dire archipel en arabe. Ok. C'est toi qui parlais, moi je sais plus ce que tu disais. Les razzias qui sont en fait les pillages, je voulais dire. Oui, c'est ce que je voulais dire. Des villages du sud du Sahara. L'autre motivation aussi à bouger pour ces nomades-là, c'est l'accompagnement des troupeaux en fait. C'est aussi en fonction des saisons et de la végétation qui est présente qu'on va se déplacer. Donc là encore, c'est souvent les jeunes hommes des tribus qui vont accompagner les troupeaux là où il y a de quoi manger. Mais quand même, ce qu'il faut dire tout de suite, je le dis rapidement parce que peut-être qu'on en reparlera plus tard, il y a aussi un cliché en fait autour de ce nomadisme, c'est-à-dire que toutes les populations qui vivent dans le Sahara ne sont pas nomades, et on l'a dit déjà, surtout depuis 50 dernières années, il y a des villes, et donc il y a toute une population qui est sédentaire, et en fait c'est même le mouvement de sédentarisation, donc d'installation dans des villes et de populations qui ne bougent plus, qui est le plus important aujourd'hui. Et on le verra aujourd'hui, il y a tout un tas d'exploitation de ressources qui fait qu'il y a une population sédentaire de plus en plus importante. Oui, pardon. Et par ailleurs, cette mobilité, en plus, elle est accompagnée d'un véritable enracinement aussi, en fait. C'est que c'est des populations très mobiles, mais qui sont aussi très attachées à certains territoires et finalement très identifiées à certains territoires. Voilà. Alors, on a dit qu'il y avait des villes, c'est vrai qu'il y a des vraies villes. Il y a des villages environ 2000 habitants, et il y a aussi des petits hameaux où il y a 3 peliers de tondus, une dizaine d'habitants qui sont là. Donc tu as vraiment tout type de la moitié de la population du Sahara actuellement vit en milieu urbain. Donc on a une forte progression de l'urbanisation avec même des grosses villes qui peuvent atteindre, je crois que c'est Nouakchott la plus grande, qui atteint 1 million, un peu moins, 800 000 ou 1 million d'habitants. Ouais, mais après c'est vrai que Nouakchott, tu vois, c'est moins. Nouakchott, on peut préciser aussi peut-être. Oui, c'est en Mauritanie, mais c'est sur la côte. Du coup, c'est moins rude. T'es pas au milieu justement de la mer de sable. Rien à voir avec le truc dans l'Oise. T'es au bord de la mer, t'es au bord du bord d'Argan, c'est le plus fertile au monde, tu vois, t'es pas non plus paumé, quoi. Ça amène une autre chose importante justement sur la mobilité dans le Sahara et l'évolution de cette mobilité, c'est qu'en fait on parlait de l'âge d'or à partir du 8e siècle, donc des conquêtes arabes et de la circulation à l'intérieur du désert, on parlait des routes là nord-sud. En fait une grande rupture qui va contribuer à vider le désert mais sur le tard, c'est en fait la colonisation. Et la colonisation européenne, c'est quoi ? C'est l'installation de comptoirs essentiellement sur les côtes, et donc en fait en bordure du désert, et notamment sur la côte atlantique, ce qui fait en fait du coup que le centre entre guillemets du Sahara va plutôt se vider, ou en tout cas s'appauvrir, et en fait là où la population va augmenter le plus, c'est sur les villes côtières en bordure, parce que c'est là qu'arrivent et repartent les Européens et les marchandises. Alors c'est marrant parce que l'implantation coloniale, c'est sûr que ça a bien rogné sur la liberté des nomades, mais qu'ils ont quand même gardé cette image de seigneur du désert et qui est toujours cultivée aujourd'hui, quoi. Et en tout cas, on peut peut-être déjà présenter un peu justement les différentes populations qui vivent et qui occupent cet espace. Absolument. Parce qu'en gros, on a pour simplifier 3 grandes populations qui peuplent le Sahara. Donc en partant à l'ouest les Maures, au centre plutôt les Touaregs, et à l'est ceux qu'on appelle les Toubous. En sachant qu'on simplifie beaucoup, parce qu'en fait il y a énormément d'ethnies. On peut en parler un petit peu, hein, les Toubous ils sont plutôt au Tchad, en Libye, au Niger, voilà, en Égypte, au Soudan, donc plutôt à l'est. Hein. Mais il faut pas, alors là physiquement faut pas s'imaginer des berbères nord-africains, ils sont plutôt blacks, quoi. Ouais. D'ailleurs ils se sont fait virer de Libye, que Kadhafi a décidé
l'idée qu'en gros cette population n'était pas digne d'être libyenne et elle les a considérés comme des Tchadiens et donc on leur a enlevé leur En tout carte cas, d'identité. ce qu'elles ont en commun, toutes ces populations, c'est que c'est des populations pastorales, comme on l'a dit, et nomades. Et après, voilà, elles vivent pas aux mêmes endroits. Quoi. Vous remarquerez qu'en Libye, on n'a pas des cartes d'identité, mais des cartes d'identité. C'est une variante libyenne. Alors on a les Touaregs. Alors c'est vrai que mine de rien, en étant français, tu sais, t'as une espèce de tu vois, c'était plus proche culturellement. Et du coup, les Touaregs, c'est ceux qu'on connaît le mieux. Moi, les Toubous, je les connais pas bien parce que c'est des pays où j'ai pas été. Quoi. Alors que les Touaregs, tu les connais bien. Non, les Touaregs, ils sont. Tu vas dans les airs marocains ou dans un peu des Touaregs, Greg. Quand tu vas dans les airs Comment marocains on ou les dans les airs appelle les algériens. Touaregs, Greg? Moi, visiblement, c'est les hommes bleus parce qu'ils ont des chèches. Moi, j'ai jamais appelé. Toi, homme bleu. Non, c'est pas possible, quoi. N'hésite pas, je pense que c'est une bonne idée. Non, mais en tout cas, c'est une société assez intéressante parce que c'est une société qui est composée donc de tribus, hein, comme les autres, comme les Toubous d'ailleurs ou comme les Maures. Mais à la différence des deux autres populations qu'on a citées, c'est une société matriarcale, donc c'est-à-dire que le nom, l'héritage, le lignage se fait par la mère, donc ce qui est pas assez... Encore aujourd'hui ou pas? Oui, encore aujourd'hui. Et aussi, c'est une société où en fait, ce sont les hommes qui sont voilés et pas les femmes, donc justement voilés de ces chèches de couleur indigo. Qui aujourd'hui d'ailleurs ne sont plus produits quand même dans le Sahara, mais sont importés de France et de Belgique. Voilà. Je ne savais pas. Intéressant. Mais en vrai, si t'as pas, ils le font pas vraiment pour le plaisir, c'est-à-dire que si t'as pas ton chèche dans le désert, t'es en train de crever, quoi. Alors à ne pas confondre les hommes voilés avec Jackie au Royaume des Femmes, un film de Riyad Satouf que je ne vous conseille pas. C'est dommage parce que j'adore Riyad Satouf. Oui, moi aussi, mais là il a switché. Alors on a les morts aussi. Qui est une population berbère. M-A-U-R-E. Oui. Donc c'est surtout en Mauritanie, au Mali comme aussi, son nom l'indique, et également sur le drapeau corse. Mais il y en a qu'un. Voilà. Et encore une autre, les Haratins. Moi, je les sais pas si je connais bien. Les Haratins, les Haratines, je sais pas trop comment on prononce, mais en tout cas, donc ils font partie. Ce sont des morts, mais des morts noirs. Et surtout, en fait, ils ont été connus parce que c'était les esclaves des Touaregs à l'époque. Aujourd'hui, en fait, donc ce ne sont plus des esclaves, mais plutôt des ouvriers agricoles. Ça n'a rien à voir. Voilà, qui travaillent dans les oasis du Sahara, mais qui sont toujours un peu, justement. Les classes sociales les plus défavorisées, hein, concrètement, des sociétés sahariennes. Voilà, donc ce sont les héritiers des esclaves. On va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on peut s'écouter, Johan? Qu'est-ce que tu nous as concocté? On va s'écouter dans le désert, un petit Cap de Vienne. En good? Non, on va s'écouter un petit Tinariwen. Ouais. Tinariwen, c'est une sorte de fusion entre de la musique touareg, justement, et un peu du blues. Musique assez rythmée, comme vous pouvez déjà l'entendre. Et voilà, donc c'est des Touaregs qui chantent en tamashek et chantent beaucoup justement sur le thème du nomadisme, de l'exil, mais aussi un peu de l'insoumission touareg, peuple nomade qui lutte contre justement le fait qu'on essaie de les coller à un seul endroit au Mali et dans d'autres contrées. Ouais. C'est donc du tamashek. Pardon. C'est les clashs du désert, quoi, c'est ça en fait. Ouais, les clashs du désert, c'est pas mal, ouais.
Ça aurait pu être un truc plus traditionnel, mais ça donne vraiment la patate. Ça me donne envie d'aller dans le désert, moi, et de jouer de la guitare électrique. De marcher trop longtemps. Alors, on a vu les populations. C'est vrai. On a déjà parlé un peu de l'aménagement du territoire, mais on va quand même en reparler parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'on l'a assez répété, c'est qu'il fait chaud, mais quand il fait très chaud, il n'y a pas beaucoup d'eau et c'est quand même un problème dans le désert, l'eau. Parce que s'il y avait de l'eau, on pourrait y vivre ça serait pas facilement. un désert. C'est intéressant ce que tu dis. Exactement. Non, mais Je peux parler longtemps comme ça sans rien dire. Hein. Arrêtez-moi. Alors l'eau, qui veut Marlène? Allez, tu vas nous parler d'eau. L'eau, de là-haut. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Ah oui, pardon. L'eau, en fait, on va mettre en place pour aller chercher cette eau, parce qu'en fait, il n'y a pas d'eau à la surface, mais il y en a plein dans le sous-sol. Et du coup, plein. Il y en a quand même pas mal. Il y a des grosses nappes phréatiques, pardon. Et donc, les populations vont s'en rendre compte assez vite. Et du coup, elles vont mettre en place des aménagements particuliers qu'on appelle des foggaras, qui sont aussi connus au Moyen-Orient sous le nom de kanats, en Iran notamment, qui sont en fait N'hésite pas à faire tomber des trucs. Hein. qui sont en fait des galeries souterraines avec une faible pente finalement, qui vont permettre de remonter l'eau à la surface. Il va y avoir aussi des puits, etc. Tout ça pour pouvoir permettre donc de l'adduction d'eau et notamment de mettre. C'est comme ça que naissent certaines oasis. Depuis les plateaux et les massifs montagneux. Ça prend même des grosses proportions. J'avais vu que le régime de Kadhafi en Libye avait creusé ce qu'ils appelaient le projet GRA, la grande rivière artificielle. Ouais. Ils sont allés chercher en fait des réservoirs d'eau assez profondément et assez loin. Et en fait, la grande rivière artificielle, c'est une rivière souterraine qui fait 3000 km de long quand même. Ça a mis 25 ans de travaux pour la mettre en œuvre. Et donc l'idée, c'était de pouvoir créer de grandes zones d'irrigation dans le désert libyen pour permettre l'essor des villes, etc. Un peu comme un deuxième Nil en fait, quoi. Exactement, d'ailleurs ils Mais ont souterrain. un peu piqué de l'eau à quelques voisins, ce qui les a fâchés. Et puis par ailleurs, la seule limite de tout ça, c'est que ces réserves d'eau, si on les pompe à une telle vitesse, c'est qu'elles sont pas renouvelables et donc au bout d'un moment ça ne sert plus à rien. Alors Yoann, tu nous as parlé des 3 grandes routes. Moi je t'ai parlé de la route en bitume que tu peux utiliser et Marlène, tu avais déjà évoqué le fait que le Sahara pouvait être comparable à une mer mais de sable et donc avec des ports au bout et il y avait notamment au Maroc une ville disparue, enfin où il reste les ruines, qui est une ville qui date du Moyen-Âge en fait, qui était une ville où il y avait des mines d'or notamment, qui est pas très loin de l'actuelle Merzouga. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme villes comme ça qui sont un petit peu des ports, qui sont un petit peu tout autour, parce que c'est pas forcément aux deux extrémités, ça peut être au nord, au sud, ça peut être, en fait c'est tout autour du Sahara. Notamment au nord, on a la ville de Biskra en Algérie, qui est aujourd'hui une grande ville, qui a été justement, comme l'a dit Johan, largement urbanisée et donc où il y a eu un afflux de population. Au sud, plutôt du Sahara, on a les villes de Gao, de Tombouctou au Mali. Voilà, donc qui sont des villes qui étaient les relais donc pour le commerce, notamment de l'or, des esclaves, de l'ivoire, des plumes d'autruche ou encore des étoffes. Voilà. Mais tu nous avais parlé aussi de Gabès en Tunisie, mais ça c'est carrément, c'est vraiment un vrai port qui est au bord de l'eau, quoi, en fait. Oui. Donc c'était un petit peu pour... c'était la fin du trajet, quoi, pour aller ensuite exporter vers l'Europe. Hein. En fait, il faut savoir qu'il y a un peu deux grandes époques. Il y a d'abord tout ce commerce transsaharien qui a lieu, donc on l'a dit, dès notamment le 8e siècle, et puis en fait jusqu'en gros au début du 20e. Ça va quand même un peu tomber en désuétude au fur et à mesure que les moyens de transport évoluent au 20e siècle. Et à l'inverse, ce qui va se développer beaucoup dans le Sahara, qui va jouer notamment sur l'aménagement du territoire et des villes, c'est l'exploitation des ressources, en gros. Et donc notamment beaucoup de minerais, beaucoup
d'hydrocarbures qui vont être exploités et qui vont faire qu'on a cette population qui va se sédentariser et ces villes qui vont grossir très vite. Marlène a parlé de l'aménagement d'eau, les rivières artificielles dont parlait JB aussi. Voilà. Et du coup, c'est ça qui va notamment faire venir à la fois donc sédentariser les populations et faire venir aussi des populations migrantes qui vont venir s'installer, toute une main d'œuvre en fait qui va venir travailler dans les mines de qu'est-ce qu'il y a comme truc, aidez-moi. Ouais, un peu d'uranium, mais ça c'est plus phosphate. restant, voilà, phosphate, il y a de l'or, il y a du fer. Et en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il reste quelques caravanes aujourd'hui qui s'appellent les Azalaï et qui sont en fait des caravanes qui circulent entre donc des villes. Entre des Alors, non, mais- alors, on a fait une mais petite plus- sieste pendant la Talala, chanson. C'est comme pas... Bilma, je ne sais plus exactement où c'est au Maghreb, et Agadez au Niger, et surtout entre deux villes du Mali, Taoudéni et Tombouctou, et qui sont des caravanes qui transportent le sel. Alors quand on parle de caravanes qui transportent le sel, on a l'impression que c'est super facile. On reste quand même dans le désert, hein, donc Depuis trop longtemps. Oui, et c'est vrai, mais c'est pas non plus facile d'acheminer des marchandises entre toutes ces villes. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans la ville de Zagora qui est aux portes qui est dans le désert marocain, c'est qu'il y a un panneau qui rappelle l'armée sadienne qui est vers 1500 qui a été de Zagora jusqu'à Tombouctou et ils mettent 52 jours. Il y a un vieux panneau, enfin il y a un panneau qui est entretenu où il y a marqué Tombouctou 52 jours et tu vois une petite caravane et tu te dis, et quand t'es devant tu te dis putain j'aimerais bien y aller. Une mais tu caravane, dis, c'est mais des j'aimerais chameaux. pas mettre oui, c'est des 52 chameaux. jours. Hein. Ça, voilà. Mais 52 jours dans le désert avec ton chameau pour transporter un bout de sel, je suis pas sûr que j'y survivrais. D'ailleurs, pour se repérer dans le désert, faut être né là-bas parce que sinon tu te paumes tout de suite. L'urbanisation, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, donc on va repasser ça. Alors du coup, on peut un peu parler du mythe du Sahara. En fait, de façon plus générale, c'est comment on est arrivé à l'organisation politique actuelle, parce que le Sahara, c'est un espace qui est aujourd'hui divisé politiquement, et donc ça nous amène à se plonger un petit peu dans l'histoire de cet espace-là, donc qui est effectivement du point de vue notamment des extérieurs, et principalement des Européens et des conquérants, c'est un espace un peu mythique, donc on l'a dit, cette espèce de désert infranchissable qu'on compare à un océan, mais c'est aussi un espace où transitent des richesses, voire où on a des trésors qui seraient cachés un petit peu partout. Il y a aussi quelques villes emblématiques, dont Tombouctou, du fait de ses richesses, mais aussi de son patrimoine architectural. Ah bah oui. Moi j'adore y aller. Oui. Vraiment. Mais C'est compliqué un petit peu aujourd'hui. là en ce moment c'est pas terrible, on va y venir, mais à cette époque-là, voilà, ça forge tout un intérêt qui va du coup être un petit peu renouvelé au moment de la conquête coloniale du 19e siècle, où les Européens, donc notamment dans le cadre de la conquête de l'Afrique, vont aussi s'intéresser au Sahara, même si effectivement c'est pas le territoire le plus simple à conquérir et à dominer. C'est vrai que le Sahara, ça fait encore beaucoup rêver aujourd'hui. Moi j'adore ça quand il y a plein d'histoires, toutes les histoires au Sahara. T'as envie de nous parler de Léon l'Africain mais non, mais tu vois, on a écouté. Ouais, Léon l'Africain, c'est un super livre que je vous conseille. Il y a aussi, moi, Saint-Exupéry, il a vécu 2 ans à Tarfaya parce que Tarfaya, c'est au bord, justement, c'est en Mauritanie, entre le désert et la mer. Quoi. Il était vraiment au paumé, il était dans un poste de l'aéropostale, et donc ça l'a vachement marqué. Donc c'est pour ça que il écrit comme il écrit, et Le Petit Prince, il a commencé là. Il y a aussi beaucoup de films de Raymond Depardon dans le désert et tout. Où il va vraiment vivre avec les nomades, et pour le coup, lui, il y reste 2-3 ans avec sa caméra tout seul, enfin, c'est vraiment hallucinant. Puis plus récemment, tu as aussi tous les rallyes mécaniques à la con qui font quand même rêver, parce qu'en vrai, tu vois, tu as envie de le faire, ce truc-là, même si tu es en train de détruire complètement l'environnement, que ta trace carbone est complètement scandaleuse et qu'il y a beaucoup de morts, et que tu tues Daniel Balavoine quand même, faut le rappeler. Et que tu tues Daniel Balavoine et que tu te donnes bonne confiance en filant 3 stylos, en filant 3 stylos et 2 couches aux habitants. Tu te dis ouais, mais c'est un truc humanitaire, et qu'en fait tu fais de la bagnole. Bon, toujours est-il que c'est un espace qui fait quand même vachement rêver, quoi. Tu vois, et que le mythe est toujours vivant. Enfin, c'est un mythe aussi qui est très français en fait, parce que l'histoire de l'exploration du Sahara pour les Européens, c'est la colonisation française. Ouais. Et
Et donc, tu as évoqué des figures surtout du XXe siècle, mais dès le XIXe, on a des espèces d'aventuriers. Alors, il y a aussi des Allemands, des Anglais, mais les Français sont ceux qui s'en sortent le mieux. Moins important. En fait, c'est que la particularité, alors c'est pas spécifique au Sahara, parce qu'on voit ça dans d'autres récits d'explorateurs, notamment européens, qui s'aventurent en Afrique, mais vraiment au Sahara, ils meurent tous en fait. Il n'y en a aucun qui survit parce que Ils en déjà reviennent jamais. les conditions sont hyper difficiles, et puis en plus les populations sont pas forcément hyper accueillantes. Donc un des premiers explorateurs à revenir vivant et à pouvoir du coup partager un peu ce qu'il a vécu, c'est René Caillé. Donc on est là vraiment dans le premier tiers, on est en 1828. Voilà, donc il va à Tombouctou et puis il en revient. Et donc il va pouvoir un petit peu aussi contribuer à cette imagerie de Tombouctou, de trésor du désert. Et ça va alimenter les intérêts européens, mais surtout français. Et de toute façon, effectivement, ces espèces de mythes, ils sont liés à ces espaces vides et entre guillemets dangereux pour les Européens, de la même manière que l'Amazonie dont on a parlé, de la Sibérie, du Far West. En fait, dès qu'il y a un espace potentiellement à conquérir, à visiter, à découvrir avec des peuples du coup isolés, des peuples européens, ça crée tout un mythe qui reste encore jusqu'à aujourd'hui. Bah oui, parce que c'est pas n'importe qui. Enfin, quand tu vas, c'est au risque de ta vie. Et puis, et qu'il y a un mythe qui va du coup être aussi associé aux populations, hein, puisque les Touaregs, il va y avoir tout ce mythe autour de ces populations-là, comme celle de l'homme fort qui s'est adapté aux conditions rudes du désert, mais aussi l'homme libre parce que nomade, parce que non sédentaire, etc. Donc tout ce mythe-là, il est entretenu autour des populations et de l'espace qu'ils habitent, quoi. Ça fait un petit écho à l'orientalisme, c'est-à-dire à cette époque où on va projeter des rêves un petit peu romantiques sur la culture, alors à l'origine plutôt des peuples d'Orient, mais ça va aussi marcher plutôt pas mal pour le Sahara, et notamment effectivement l'exemple de ces populations nomades. On a par exemple le cas de Henri Duverrier, encore un brave explorateur français, qui lui va réussir même à se faire pote en fait avec les Touaregs, à tel point qu'il va pouvoir s'intégrer avec eux, écrire un bouquin. Mais une autre figure, c'est celle de Charles de Foucauld, donc qui est un militaire français qui va se convertir au catholicisme et qui va en gros s'installer en plein dans le désert puisqu'il n'était pas catholique. À l'origine, non, il a une vue plutôt dissolues. Voilà. Comme son nom l'indique, Charles de Foucauld, il est pas du tout catholique. Il est d'origine catholique, mais le début de sa vie le destine pas trop à faire ce qu'il va devenir, c'est-à-dire il va installer un dispensaire en plein désert, et notamment en fait, du fait de sa cohabitation avec les populations touareg, il va rédiger le premier dictionnaire de traduction en touareg français, et donc notamment ouvrir aussi à la connaissance de la littérature et de la poésie touareg. Ça, c'est vraiment l'histoire d'une nuit, c'est-à-dire c'est pas genre vas-y je vais faire un petit tour dans le désert 1 an. Non, t'y vas et puis en fait tu fais ta vie là-bas, et tu fais ton œuvre quoi, depuis trop longtemps. Sauf que comme d'habitude, en parallèle de ces aventures un peu mythiques et romantiques, en fait qu'on met en avant justement exprès autour de cet amour de l'aventure, la littérature, l'art, etc. En fait, derrière ça, en fait, la vraie exploration, elle est avant tout militaire et politique. Et c'est là où les Français vont arriver en masse. Donc massivement, ouais. Voir les massives. Ben oui, il y a des missions, notamment par le colonel Flatters. Ça sonne très anglais, mais non, en fait, non. C'est bien français. Flatters, le colonel Flatters. Non, mais en fait, surtout, les Français, ils vont connaître l'opposition justement des populations nomades, notamment les Toubous et les Touaregs, qui vont s'opposer à la colonisation, ce qui fait que bizarrement, alors que bon, il n'y a pas vraiment de raison. Hein, non, mais on va dire qu'en tout cas, c'est des populations qui vont résister assez longtemps, puisque les Touaregs, ils vont finalement être soumis seulement en 1902. Donc après plusieurs batailles, ils vont en gagner certaines et donc ils vont finir par... on est dans le cadre un petit peu des combats qui sont liés à la conquête de l'Algérie, hein, notamment pour ceux qui avaient suivi notre premier podcast sur la guerre d'Algérie, où effectivement en fait l'Algérie et le Sahara vont être des territoires très 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 longs à conquérir. Et plus globalement, on est aussi dans un contexte justement à la fin du 19e siècle. Cette conquête française du Sahara, c'est pas juste parce que les Français sont plus aventuriers que les autres, c'est qu'en gros c'est la compète à la colonie, quoi. Oui, donc tous les Européens, faut gratter tout ce qu'on peut. Et là pour le coup, il y a razzia sur l'Afrique, on peut le dire. Non mais c'est vraiment ça. Et en fait, toutes les grandes puissances européennes veulent se tailler la part du lion, et du coup chacun y va. D'ailleurs, si on regarde au-delà des frontières arbitraires qui ont été dessinées, donc si vous regardez en fait tous les pays du Sahara qu'on a dessinés tout à l'heure, ils sont tous, c'est des grands coups de couteau dessinés qui sont absurdes, et on en reparlera, mais qui du coup découpent des populations qui n'auraient pas lieu d'être découpées. Et à l'inverse, si tu regardes sur la côte atlantique, en fait tous les pays type Togo, Bénin, etc., ça fait des petites bandes
bandes verticales, en gros, si vous regardez sur une carte, du nord au sud ou du sud au nord, en fait, qui correspondent, c'était dingue, à l'arrivée des colons français, anglais. Et en gros, tu arrives avec une garnison et tu arrives à 100, tu prends une creuses, ligne quoi. et tu montes jusqu'à ce que tu te fasses arrêter par des populations. Et donc, c'est vraiment cette idée de Et après, tu tournes à grignoter. droite et après, tu redescends, c'est Non, ça, mais quoi. c'est ça. Et du coup, c'est vraiment cette idée de grignoter des territoires. Et c'est dans ce contexte-là que la France, en fait, va réussir progressivement, à coup de, effectivement, massacre de population, à faire main basse sur l'ensemble du Sahara. On se souvient de Jaurès qui déjà s'opposait à ça et qui disait que forcément ça allait créer des opprimés et de la contestation, ce qui est tout à fait normal. Merci, Jeannot. Les Français, s'ils sont là, et les Anglais aussi, c'est pas pour rien. Et il n'est pas là pour rien, je vous cite Tiken Jaffa Koly, il n'est pas là pour rien. Évidemment, il n'est pas là pour rien. Si les Français sont là, et si tu le vois dans le ghetto, autre citation. Au début, ils sont là parce que justement, ils sont dans ce contexte de conquête de territoire. Et puis après, ils vont découvrir de vraiment bonnes raisons d'être là. Sous la qu'ils n'ont pas au début en plus, quoi, parce qu'au début le pétrole c'est pas à la colonisation qu'il y en a en fait, et on s'en fout à ce moment-là quasiment. Non, mais sauf qu'on colonise quand même en se disant plus on a de territoire, plus on a des chances de trouver des richesses dessus, quoi. Évidemment. Et donc en fait, justement, on va trouver des petites choses. On va trouver donc notamment du pétrole, mais aussi donc de l'uranium. On a dit du phosphate. Enfin voilà, différents minerais, différentes ressources qui sont assez précieuses et qui vont faire que au moment de la décolonisation, on va même essayer en fait de garder ce Sahara. Ce qui est limite le cas pour les. Ce qui est limite le cas pour les clairement. entreprises, quoi. Mais donc non, mais là en fait, on essaye de le garder officiellement Oui, en oui. 1957, donc quand même. En gros, à 3 ans avant l'essentiel des grandes indépendances de l'Afrique noire, on crée l'organisation commune des régions sahariennes pour l'exploitation des hydrocarbures. Donc, on se cache, pour le coup, on se cache de rien. Hein. Ouais, moi, L'idée, c'est c'est honnête, de hein, conserver bravo. donc un Sahara uni et français pour pouvoir exploiter le pétrole. Ouais. Et ce qui est assez intéressant à ce moment-là, c'est qu'en fait, 1 an après, il va carrément y avoir en fait aussi une demande des populations nomades de ces États-là, en fait, de conserver justement un territoire saharien français. En fait, parce que eux, le fait qu'on instaure des frontières avec les indépendances, ça les arrange pas du tout, puisque ça va finalement restreindre leur liberté de circulation. Il faut dire que ces créations des compagnies d'hydrocarbures, etc., on est dans un contexte en fait de guerre d'Algérie où la France, en gros, progressivement, avec l'arrivée du général de Gaulle, finit par admettre et comprendre qu'elle va perdre l'Algérie. Et en fait, un des points qui sera une des dernières négociations aux accords d'Évian en 62, et d'ailleurs qui feront partie un peu des clauses secrètes de ces négociations, c'est justement l'enjeu du Sahara algérien. En gros, de Gaulle et la France diront « Ok, on vous laisse l'indépendance. Par contre, nous, on a repéré que chez vous, il y avait du pétrole. Et donc, on veut garder une implantation, on veut garder la mainmise sur l'exploitation de ces ressources-là. » Donc, c'est aussi dans ce contexte-là, en fait, qu'on dit... Et on passe, en fait, d'un type de colonialisme à un autre, c'est-à-dire au moment des indépendances, années 50-60, ok, on laisse l'indépendance politique aux États. Par contre, nous, ce qu'on garde, c'est nos entreprises implantées. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est essentiellement des entreprises françaises. Sous prétexte aussi d'avoir la technologie et en gros, nous on a la technologie, vous savez pas le faire. Et plutôt que de faire un transfert de compétences, on va plutôt garder les compétences et puis exploiter les trucs nous-mêmes, ce qui est plus simple pour garder le pognon. En tout cas, tout ça pour dire que toute cette vague de décolonisation et d'indépendance, elle va s'accompagner d'une assez forte déstabilisation finalement de la région. Pas pour dire que la colonisation c'était cool et c'était super, mais en fait, d'une part, donc on va avoir la création donc de ces frontières qui vont créer des entraves justement au mode de vie des populations nomades, comme on l'a vu, et qui va aussi créer des conflits territoriaux nouveaux. Notamment, on pourrait parler de celui du Sahara occidental, au Maroc, qui était en fait ce qu'on a appelé la dernière colonie de oui, parce que les Espagnols et les Portugais, c'est ceux qui se sont le plus longtemps accrochés à leur colonie. Sahara occidental, du coup, qui était une possession espagnole, donc qui va être progressivement annexé par le Maroc récemment indépendant, et donc il y a une lutte de pouvoir qui est assez vite remportée par le Maroc sur son petit voisin, le Sahara occidental, puisque en fait sur la Mauritanie, c'est toujours en conflit, et sur l'Algérie aussi, oui, l'Algérie aussi, et c'est toujours pas reconnu par l'ONU, mais l'Espagne l'a pas lâché tout de suite non plus, donc c'est vraiment un gros micmac. Bon, en gros, voilà, les Marocains se sont imposés, notamment parce que le roi du Maroc a fédéré sa population dans une grande fête nationale, et voilà,
marche verte. La qui marche pourrait faire verte, marcher 300 là-bas. 000 personnes qui débarquent au Sahara occidental pour Ça, dire c'est en c'est chez nous. 1975. Et ça, en parallèle, une résistance de la population sahraoui organisée, alors une partie en tout cas organisée autour du Front Polisario, qui était en gros un front qui revendique l'indépendance du Sahara occidental. Et donc aujourd'hui, on est encore dedans. En fait, quand bien même les affrontements violents se sont bien calmés, notamment grâce à une présence militaire marocaine assez peu discrète. Et civile en plus. Et à la formation d'un mur de sable aussi. Ouais, hein. pour protéger les frontières du royaume contre plus de les agressions 2700 extérieures. kilomètres. En tout cas, il y a ce conflit-là. Il y a aussi d'autres conflits territoriaux en fait liés à cette époque des indépendances. On a notamment le conflit de la bande d'Aouzou en fait entre le Tchad et la Libye, ou un troisième en fait entre les Touaregs du Mali et du Niger. Mais en gros, là où il y a vraiment une forme de cynisme des Européens, c'est qu'on va se servir au moment des indépendances de ces conflits pour dire, voyez, notre présence elle est nécessaire, etc. Alors qu'en fait, l'origine vraiment de ces conflits, c'est essentiellement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le partage arbitraire de territoires découpés à la fin du 19e siècle, et en fait notamment à ce qu'on a appelé la conférence de Berlin. On parlait tout à l'heure de la compète des puissances européennes à la conquête à l'Afrique, et donc c'est un peu pause, on siffle la fin de la récré. On a fait dans les années 1880 la conférence de Berlin, où on a arrêté donc ces frontières totalement arbitraires qui découpent les pays et en fait découpent les populations. Et donc on se retrouve avec des populations, par exemple les Touaregs justement entre le Mali et le Niger, qui se retrouvent en fait séparés dans différents pays, ce qui pose des questions de déplacement alors que c'est des populations nomades. Pour des raisons administratives, soudainement elles peuvent plus passer une frontière qui est totalement artificielle. Donc en gros on va séparer des populations qui ont vocation à être liées, et à l'inverse lier des populations qui ont pas vocation à être séparées, mais en tout cas qui n'ont rien en commun. Et en fait c'est surtout ce partage-là donc qui date du 19e siècle qui ressurgit soudainement au moment des indépendances et qui pose des problèmes. Et on va avoir aussi une forte marginalisation de ces populations, puisqu'on va avoir un basculement des pouvoirs vraiment donc soit vers le nord du Sahara, en fait vers le littoral méditerranéen, soit donc vers les nouvelles capitales de ces États, donc vraiment au sud du Sahara, et où en fait le Sahara devient finalement une marge au milieu de tous ces nouveaux États où vivent des populations dont on va peu s'occuper et qui ne vont cesser en fait de revendiquer d'être mieux intégrées au territoire et intégrées aux politiques sociales. Donc du coup, on a toute une problématique du développement du Sahara, en fait, où globalement, donc, les États issus de l'indépendance vont pas considérer ces territoires comme prioritaires, d'autant plus que l'exploitation, elle est largement à la mainmise de sociétés en fait qui restent occidentales, hein, notamment le cas de jusqu'à aujourd'hui Areva, qui est très implanté au Niger pour les mines d'uranium qui sont nécessaires à la filière nucléaire. Ouais, il y a quand même le scandale récent d'Uramine qui est assez scandaleux justement. Scandale. En gros, Areva c'est quand même à 30%, ça appartient à 30% à l'État français. Ils ont acheté des mines où il n'y avait rien du tout d'exploitable pour des milliards d'euros, et bon, ça peut... Bon, voilà, ça c'est leur comme fait ça. les pieds. Il y a un conflit d'intérêts. Il faut se souvenir aussi qu'à l'époque, et ça on en avait parlé dans la conquête de l'espace, c'est que c'était bien pratique d'avoir le désert algérien, enfin en Algérie, le Sahara. Vous savez qu'on pouvait envoyer des fusées. Les premiers satellites ont été envoyés depuis la base d'Amaguir à la frontière de l'Algérie et du Maroc dans le désert. Faut pas oublier non plus que les premiers essais les premiers essais nucléaires sont faits dans ce no man's land. Bam, on balance ça, et après ça sera beaucoup plus sexy parce qu'on ira passer des vacances en même temps qu'on fera des essais nucléaires. On ira en Polynésie, c'est vachement plus sympa. Et ça fait que le désert. Ça fait partie notamment de ces fameuses clauses secrètes dont je parlais tout à l'heure, des accords d'Évian, donc fin de la guerre d'Algérie et donc indépendance de l'Algérie, où le général de Gaulle a bien repéré que justement sur ce territoire soi-disant vide du désert, on allait pouvoir faire ces essais. Et en fait, sur ce territoire soi-disant vide, il y a des scandales qui ont ressurgi seulement dans les années 90, au moment où on a ouvert des archives, où on s'est rendu compte qu'en fait, ces essais nucléaires, ils ont fait tout un tas de morts ou de populations, évidemment, qui ont chopé des cancers, etc. Des populations, des villages, des hameaux qui vivaient autour, et même des militaires français dont on a tué on a tué le fait qu'il y avait ces victimes-là. Bien sûr. Voilà. Et parce qu'ils ont duré jusqu'en 66, l'indépendance de l'Algérie est en 62, donc c'était clairement une des clauses de l'indépendance. Sur la corde. Alors évidemment, s'il y a des ressources, on a tous les meilleurs. Elf, ExxonMobil, Chevron, Total, etc., etc. Que des gentils, quoi. Alors ce qui est intéressant du coup, c'est c'est que ça nous amène finalement à la situation actuelle du Sahara, où globalement on a une population donc, qui continue à être importante, mais qui n'a pas forcément accès aux moyens du développement économique, et donc par conséquent qui se retrouve assez désœuvré, précarisé, et ça va ouvrir en fait un terreau hyper favorable à des groupes armés qui vont un peu profiter de
de ça, en fait, de cet état d'abandon par les États nationaux et de cette exploitation par des sociétés étrangères pour développer leur idéologie. Donc c'est notamment... C'est-à-dire que pour un groupe rebelle, le désert c'est l'endroit idéal pour concurrencer l'État, et en plus s'il y a des entreprises étrangères, ça fait un gros moyen de pression quand même. Donc c'est voilà. une aubaine, quoi. Et puis en plus t'es plutôt pépouze dans le désert. Donc on va retrouver du coup des formes de mouvements armés, notamment à partir des années 90 où il y a un affrontement entre l'État algérien et puis des groupes islamistes, notamment le GIA, un groupe islamique armé, que l'État algérien va plutôt écraser et refouler vers le désert. Et donc du coup ces groupes-là vont pouvoir un petit peu essaimer et faire des petites cellules pour enrôler la population en disant tiens, viens avec nous, on te propose de rentrer dans notre milice, on te donne des armes et puis on va aller se payer en fait sur le dos soit des compagnies occidentales ou soit des populations locales, ce qui permet du coup de tirer des petits revenus sympas. GIA, c'est fin 90 pendant la guerre civile algérienne, c'est ça. Ouais. Alors plus récemment, il y en a d'autres. Il y a notamment le démantèlement de l'État libyen en fait suite à la chute de Kadhafi. Alors je pense pas que Kadhafi soit regretté par beaucoup de monde. Ceci dit, en fait, avec lui, en fait, toute l'administration et l'État libyen sont quasiment effondrés. Et en fait, ça a créé comme ça des espèces de zones, de non-droit où du coup toute une population touareg a décidé de s'armer pour essayer en fait aussi de se tailler la part du gâteau. Et donc ça a créé comme ça toute une déstabilisation, notamment en lien avec certains bouleversements liés au printemps arabe, liés au conflit en Syrie aussi un peu plus loin, qui font qu'il y a des foyers de contestation et de bandes armées qui s'installent là, plus des trafics, évidemment, dès qu'il y a des zones peu contrôlées par des États-nations justement, encore une fois, qui ont été dessinés sur des zones très grandes, mais certains États relativement pauvres qui n'ont pas forcément les moyens en fait d'aller contrôler leurs frontières, de faire des douanes, contrôler le commerce, etc., qui permettent à la fois ce trafic d'armes, de trafic illégaux, de diamants, de certains minéraux, etc. Donc tu te retrouves avec des alliances un peu marrantes entre, par exemple, le mouvement national de libération de l'Azawad, donc qui est un mouvement nationaliste touareg qui va prendre les armes pour profiter de l'effondrement notamment du régime malien pour se tailler un petit État, en fait, l'Azawad, en s'alliant avec des forces type AQMI, donc c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique, puisque Al-Qaïda marche plutôt bien à ce moment-là, du coup on en profite pour créer une cellule locale au Sahara. Et puis en parallèle, on voit un petit peu au sud du côté du Nigeria apparaître un acteur qui s'appelle Boko Haram, qui lui finit par se mettre sous l'influence de Daesh. Et donc là encore, en fait, on va profiter de la difficulté de l'État nigérian à les combattre pour faire du business, notamment à partir de prise d'otages. Je vous conseille un épisode de Rendez-vous avec X sur Mokhtar Belmokhtar. Je vous en dis pas plus, mais qui était très très bien. Vous l'avez écouté, qui est pas piqué des hannetons, ça je préfère te le dire. Mais tout ça est juste pour finir là-dessus, mais sur un fond aussi effectivement à la fois, donc on disait des frontières découpées de manière absurde, donc des États faibles qui laissent des mouvements contestataires armés, et aussi un mouvement d'exploitation des ressources par les entreprises européennes qui du coup aussi en fait attisent justement une haine de l'européen, une volonté de récupérer les ressources, et donc en fait cette ambiance Jaurès l'avait dit. D'où les prises d'otages de salariés d'Areva ou de tentatives, ce qui fait que en fait si tu bosses pour une grande compagnie occidentale, maintenant tu as une milice armée autour de toi qui garde ton usine. Donc aller bosser dans les mines d'uranium, c'est sympa. Mais heureusement quand même, vous voulez de l'aventure, allez-y. Les États se sont pas totalement effondrés, puisque grâce à l'impulsion internationale, on a bouté à plusieurs reprises les islamistes. Donc par exemple, non mais en fait c'est assez intéressant de voir l'intervention française au Mali, donc pour aider l'État malien à se redresser, mais aussi surtout pour défendre nos intérêts et en gros chasser gentiment les milices, qu'elles soient touareg ou qu'elles soient islamistes, qui mettent en péril les accords qu'on a avec l'État malien. Alors le résultat de tout ça aussi, c'est que le désert, c'était un endroit où il y avait beaucoup de babos qui venaient en vacances pour aller admirer les dunes, et il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Ouais, après ça n'a pas duré longtemps, l'âge d'or du tourisme au Sahara, puisque en gros il a jamais été du tourisme de masse, non, je te l'accorde. Il a commencé après la guerre civile algérienne, donc fin des années 90, début 2000, et 10 ans plus tard il y avait
en gros la C'est monnaie. dommage parce que Toute le cellule sud algérien islamiste, donc a voilà. vraiment l'air magnifique. Non, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'aussi toute cette déstabilisation, on l'a vu, hein, ça a créé une grande précarisation et une pauvreté des populations, ce qui fait que, en fait, et aussi notamment la déstabilisation de l'État libyen a fait que, auparavant, on avait des migrations qui se dirigeaient notamment vers l'Afrique du Nord et en particulier vers la Libye, qui accueillait beaucoup de travailleurs étrangers, et qu'en fait, avec cette déstabilisation, finalement, ces migrations se reportent de nouveau beaucoup plus vers l'Europe, et donc on assiste aussi donc depuis quelques années à une augmentation de ces migrations vers l'Europe, avec une évolution des routes sahariennes qui en fait sont passées plutôt de routes vers l'ouest qui partaient de Mauritanie en passant par les Canaries à des routes qui sont maintenant finalement de plus en plus dangereuses aussi, puisqu'elles se décalent vers l'est et donc encore une fois vers ce front libyen dans un état complètement déstabilisé où en fait les migrants sont complètement livrés donc à des passeurs, des groupes armés, des groupes islamistes, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une politique européenne de renforcement des frontières au niveau de la Méditerranée avec des opérations très dures de refoulement des migrants. Même si ce qui est marrant, enfin en tout cas moi qui m'a étonné en préparant le sujet, c'est que en fait moi j'avais l'image de l'idée que la France pour le Mali, etc., c'était vraiment genre l'Eldorado, et en fait si tu regardes les migrations, par exemple la France est jamais le premier pays de destination des émigrants de la plupart des pays. Maghreb, hein. Ouais, en fait c'est beaucoup au Maghreb, mais même dans les pays voisins, en fait au Niger, au Tchad, et en fait la France est à chaque fois en 4-5e position des destinations de migration. Parce que bon, t'es aussi un peu conscient que traverser la Méditerranée, d'arriver en France, c'est pas non plus. Mais voilà, mais c'est bien de rappeler aussi en fait que ces migrations, elles se font aussi entre pays transsahariens, et aussi, comme le disait Marlène, que de par le fait qu'il y a cette vision aujourd'hui de l'afflux de migrants, etc., en fait, l'Union européenne rigidifie ses frontières et de plus en plus bas. Et en fait, ce qui bloque toutes les migrations en fait, de l'Afrique subsaharienne, en fait, beaucoup de migrants se retrouvent aujourd'hui bloqués en fait, au Maghreb ou même au Sahara. Même avant, et en fait, ça fait plein de populations un peu en errance. Et notamment, en fait, ça, dans cette ambiance de joyeux bordel, ça crée de la main-d'œuvre en fait, bon marché et dont profitent les entreprises françaises, européennes, en fait, qui se retrouvent de la main-d'œuvre quasiment sans aucun droit dans ces mines d'uranium, etc. Ils sont très mal traités. Donc ils travaillent dans des conditions de nord, ouf, sans aucun droit, et ils sont coincés, en fait, ils peuvent pas monter parce qu'ils n'arrivent pas à aller en Europe. Et ça crée aussi, c'est lié à ce phénomène d'urbanisation dont on parlait, mais d'urbanisation très sauvage avec des villes qui sont pas faites et pensées pour ça. Donc tu as le développement de bidonvilles, notamment si tu regardes les villes algériennes et libyennes, donc du Sahara maghrébin, on a 20% de la population aujourd'hui qui est en fait issue de l'Afrique noire. Donc ce sont des migrants qui sont bloqués dans ces villes-là et qui du coup font leur trou à cet endroit-là. Alors c'est vrai que des flux migratoires, il y en a toujours eu. Avant, c'était plus pour des raisons économiques. Là aussi, on rajoute vraiment des réfugiés politiques, quoi, tu vois. Ouais, et puis donc et climatiques, donc ça fait quand même beaucoup de monde qui s'amoncelle au nord de l'Afrique, quoi. On peut continuer. Quelqu'un a un mot à dire sur Frontex ou t'as déjà fait? Non, Frontex, voilà, c'était juste les nouvelles opérations de l'Union européenne qui datent en gros des années, je crois, 2004, 2005, enfin, bon, en tout cas des années 2000, quoi, de renforcement de la surveillance de la Méditerranée. C'est ce que voilà. bon, bah écoute, moi je pense que c'est le moment de Futur 2000. C'est du passé. L'avenir nous appartient. Yeah! Ça te plaît toujours autant le... Ouais, j'adore. Bon, je préfère ça. Donc c'est le Sahara, après le Sahara, disons que le Sahara 2.0, le Sahara du futur. Alors je voulais vous parler du projet Desertec, qui est un petit peu l'avenir, vous allez voir. Le projet Desertec, c'est l'idée de se dire, tiens, le Sahara, en fait, il y a plein de soleil, il y a plein d'espace. Hey, on pourrait faire des grandes centrales solaires. C'est une très bonne idée. Donc c'est un peu le plan qui a émergé dans les années 2000-2010, de se dire, hey, si le Sahara pouvait servir à quelque chose, donc on est toujours dans cette image du Sahara vide qui sert à rien. Et donc bien évidemment, c'est un projet qui est plutôt européen, en se disant, tiens, on va utiliser l'énergie solaire du Sahara pour alimenter les besoins de l'Europe. Donc le projet Desertec, c'est 400 milliards d'euros pour investir du coup un espace qui ferait plusieurs centaines de kilomètres carrés à recouvrir de panneaux solaires. Mais le seul souci, c'est que c'est rentable uniquement si 70% de l'énergie qui est produite est exportée vers l'Europe. Oui, mais il faut la transporter quand même. Donc du coup, c'est compliqué parce qu'il faut la transporter, parce que ça coûte quand même beaucoup de sous. Au final, le projet est tombé à l'eau. Mais en fait, on voit apparaître d'autres projets du même type qui continuent en fait à se dire, le Sahara, c'est une bonne réserve potentielle. Donc on retrouve un peu les réflexes néocolonialistes qu'on évoquait tout à l'heure, puisqu'on fantasme sur le potentiel de ressources du Sahara, mais
Le seul hic, c'est que ça ne peut être fait qu'avec des gros investissements, des Et la investissements technologie. massifs, voilà, et que par conséquent, c'est forcément des investissements européens ou autres, et donc destinés avant tout à l'exportation et pas au développement des populations. Voilà, c'est le futur du Sahara. C'est le futur. Et est-ce qu'il y a une petite crise dans le Sahara? Est-ce que les ressources Non, mais je crois naturelles sont qu'on a vu qu'il n'y avait pas de menacées, crise du tout, que ça se passait Non. bien. Tout se passe bien ou- sinon. Non, je parlais des ressources naturelles, on n'en a pas parlé. Sur elles les sont un ressources, peu en fait, menacées, il y a c'est- toujours la question de la désertification. Est-ce que le désert progresse Parce ou que pas le désert est désert. Est-ce C'est que ça. le désert est désert. Donc On a là vu que encore, non. on a vu qu'il y avait un petit souci, par exemple, au niveau des oasis. Le Maroc a perdu 2/3 de ses oasis en un siècle. Et globalement, on voit 2 millions d'hectares de zones boisées qui disparaissent chaque année. Donc aujourd'hui, c'est un peu la panique de comment on arrête le désert. Donc il y a des projets notamment de grandes murailles vertes pour stopper le désert au niveau du Sahel. Mais globalement, en fait, ça passe aussi par repenser des modèles agricoles d'exploitation où on se rend compte qu'en utilisant les bonnes vieilles techniques d'avant, ça marche plutôt bien. Bon, eh ben, écoutez, en guise de conclusion, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un espace aride où il fait chaud. Et où qui il y a c'est des grand, gens- c'est grand, c'est grand. C'est grand. Il y a des gens qui y vivent et globalement, c'est pas hyper facile pour eux. Et quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter sur cette conclusion qui est vraiment magnifique? Non, elle est parfaite. Ouais, Non, merci. Je pense que c'est le moment de procéder à notre fameux Tirage au sort. Yes, On vous remercie vous remercie d'avoir proposé autant de sujets. On est vraiment ravis et Il commence à en avoir beaucoup. on mais n'a pas n'hésitez remercié la personne qui nous avait proposé Jaurès, mais c'était. Jean Jaurès, c'était Vinag. Eh ben on le remercie. Big up à Merci, Vinag. Vinag. Et donc là, Vas-y, nous avons Marlène. tiré le prochain sujet proposé par Rosie Nénette, qui Salut sera, Rosie Nénette. Greg, on avait dit Alors, tes alors, ex, alors. tu les qui tiens. sera tadadin, la préhistoire. Ouh là 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 là, mais c'est super vaste la préhistoire. Ça va Mais parler comment on va mammouth. faire? C'est avant l'histoire. Bon, bah écoutez, nous on va se quitter tranquillement Ouais. avec un peu de musique. En attendant, vu qu'on était dans la bonne humeur de justement toute cette ambiance de mythes, de gens qui aiment traverser, qui aiment parcourir l'aventure, je crois que Renaud avait des trucs à leur dire. Il était un tout petit peu vénère du Paris-Dakar. Il a donc l'air on un va peu vénère. Écoutez, 500 connards sur la ligne de départ. En tout cas, nous on se retrouve dans 2 semaines pour parler de la préhistoire. N'hésitez pas à nous proposer des sujets, à nous écrire si vous avez envie. Et On à est mettre plein toujours là d'étoiles. pour répondre. Allez, bye bye. Bye À bye. dans 2 semaines. Rallye mécanique, les Mad Max de bazar a recommencé son cirque au soleil de janvier. On traversait l'Afrique avec le pied dans le phare, dégueulasser les pistes et revenir bronzé. Ravi de cette obscène et pitoyable jeu, belle aventure humaine selon les journaleux. 500 connards sur la ligne de départ, 500 couillons dans leur camion. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Passe la caravane et les chiens n'en voient plus. Sous les roues des bécanes, il y a du sang répandu. Fuis les quelques sauvages qui ont voulu traverser les rues de leur village. Quand vous êtes passés comme des petits rommels, tout le cuir et l'acier, crachant vos décibels aux enfants décimés. 500 connards sur la ligne de départ, 500 guignols dans leur bagnole. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Combien d'années encore ces crétins bariolés font leur terrain de sport d'un continent entier? Combien d'années enfin ces beaux sponsorisés prendront sur l'Africain pour une cour de récré? Dans leurs joutes odieuses, les bonbons bien au chaud, au fond de leur délicieuse combinaison fluo.